des moulins à vent, un 360, un game winner depuis le milieu de terrain. On a eu une nuit chargée en actions spectaculaires et en actions décisives la nuit dernière, avec 7 matchs au programme. Le game winner, c'est celui de Trae Young. Les moulins à vent, il y a ceux de LeBron, enfin le beau moulin à vent de LeBron, assez incroyable, action assez incroyable, où il change de main en l'air, qui finit en poster. On a Zion Williamson, et j'ai envie de commencer par ça, Shai. J'ai envie de commencer par le retour de Zion Williamson. Les Pelicans ont perdu contre les Timberwolves 97-104. J'étais encore un peu en jet lag, donc j'ai pu regarder ce match quasiment en entier. Et franchement, le retour de Zion, Shai, il m'a fait kiffer. Déjà, il était affûté. C'était la première réaction quand je l'ai vu, c'est que je me suis dit, il a l'air affûté. Derrière, il était mobile, il était déterminé, il était engagé, il était hypé, et il nous a offert donc un 3-6, moulin avant contre-attaque. Il termine avec 22 points en 28 minutes. Et malgré la défaite de New Orleans, je me dis, ça m'a fait vraiment plaisir pour le coup. Moi aussi, dès que quelqu'un né le 6 juillet en surpoids arrive à bien jouer, à être sur un terrain de basket, je suis content. je me reconnais là-dedans. Plus sérieusement, évidemment, très content de revoir Zion, même si je sais pas trop ce que ça veut dire pour les Pelicans finalement, parce que on pouvait se dire qu'ils étaient partis vraiment dans une opération de tanking, que Zion contrecarrerait un peu en théorie, parce que là, ils ont l'équipe pas encore au complet, mais presque au complet. Et ouais, il a l'air affûté. C'est toujours le truc qu'on guette avec lui, que ce soit à l'entraînement, dans la rue. On a l'impression que parfois, en l'espace de quelques jours, il a l'air d'avoir gonflé, puis d'avoir tout perdu, d'être ultra affûté. Là, il a l'air bien, il a l'air en forme pour jouer un match de basket normal, et il a été plus que correct. J'ai bien aimé après le moulin, et tu as l'impression qu'il a évacué toute la frustration qu'il a accumulée, parce qu'il a quand même manqué 2 mois. Il a manqué 27 matchs, je crois. 27 matchs de suite. C'est beaucoup, et entre-temps, c'est pas comme si son équipe avait réussi à limiter la casse. On parle d'une équipe qui a perdu 30 matchs depuis le début de la saison. Donc je suis d'accord avec toi, ça fait plaisir. Ça les a pas empêchés de perdre contre Minnesota, qui a pas non plus été plus inquiété que ça. À un moment, New Orleans était dans le match, mais bon, globalement, les Wolves ont plutôt contrôlé la partie. Mais ouais, moi je retiens vraiment le bon match, le bon retour de Zion, et on espère que c'est pas juste une apparition comme ça rapidement, et que c'est vraiment un vrai comeback. Et justement, il y a quand même un moment dans le troisième quart-temps où New Orleans est devant, sous l'impulsion de Zion. Zion qui est actif en défense sur Randle, qui provoque Alors, il termine avec 3 interceptions, il aurait pu en avoir plus. Il y en a qui sont attribués à Dejounte Murray. C'est Zion qui fait le boulot. C'est juste qu'il se trouve que ça va dans les mains de Murray, mais c'est Zion qui dévie le ballon et tout. Il était actif, comme je disais, en défense, il cavale en contre-attaque. Et là, à ce moment-là, New Orleans avait pris 7-8 points d'avance, sauf que Zion, il est en restriction de minutes, donc il sort. Et c'est le moment où il sort que Minnesota passe un 19-2 avec un Anthony Edwards qui termine à 32 points. Anthony Edwards, je pense que vous aviez parlé de cette déclaration sur le fait qu'il voulait plus, il en avait marre de subir des prises à deux. Depuis, il est clairement pas venu pour faire des passes. Il a mis son match à 53 points. Là encore, il perd, il fait pas une passe. Là, c'est pareil, il vient pour shooter. Il fait 7 sur 11 à 3 points. Et puis voilà, ça donne une belle victoire pour Minnesota. Pour New Orleans, c'est effectivement avoir le plan, mais là, tu vois, avec un Zion en restriction de minutes qui jouera sans doute pas des back-to-back, tu as encore des absents, tu sais qu'en fait, tu vas continuer à être mauvais, et on est quasiment à la moitié de la saison. Même si tu fais une grosse deuxième moitié de saison, tu pourrais être dans les 8 plus mauvaises équipes de la ligue. Les pourcentages de toute façon sont un peu moins conséquents. Oui, c'est pas du tanking comme les Nets et les Raptors vont essayer de perdre tous les matchs jusqu'à la fin des temps, mais New Orleans sera quand même mal classé en fait, quoi qu'il Donc arrive. le plan, c'est quoi? C'est donc de continuer à être dans les équipes les moins bien classées, tout en facilitant le retour en forme de Zion pour qu'il soit prêt la saison prochaine, avec un autre rookie qui arriverait, un mec de la loterie, parce que c'est... Je sais même pas s'il y a un plan. Je pense que le plan, c'est déjà de voir si Zion il arrive à jouer, en fait. Je pense qu'ils sont même pas à l'étape du plan. Si, peut-être de trouver une équipe pour Brandon Ingram. Peut-être ça. Je suis même pas sûr qu'il y ait un plan. On avait parlé de ça justement il y a quoi? Il y a peut-être 2 mois, au moment où Zion il s'est blessé. On s'était dit il faudra voir début janvier. Voilà, on est début janvier, ils sont à 7-30. Je pense que clairement le plan c'est de tanker. Enfin, c'est de tanker. Si jamais il y avait un plan, c'est cette équipe va continuer à perdre des matchs. Sur le papier, quand même, il y a pire. Tu vois, quand tu regardes certains matchs des Nets, des Raptors, du Jazz, tu vois l'équipe, tu te dis, bon, c'est logique, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de mecs qui sont là en transit. New Orleans, Zion, Herb Jones, Yves Missy, qui est comme un bon rookie. Il a raté tout ce qu'il a tenté quasiment cette nuit, mais CJ McCollum, lui aussi, passe complètement à côté, 1 sur 14, mais ça reste un joueur référencé en NBA. Dejounte Murray aussi. Sur le banc, t'as
Bon, le banc est pas fou là, mais Alvarado est quand même là. Bref, c'est pas une équipe qui est censée être tout en bas, quoi. Non, s'il y avait un Zion qui est capable de jouer 35 minutes toute l'année, Mm. c'est sûr que ce ne serait pas une équipe tout en bas. Mais on sait que c'est pas le cas aujourd'hui. Donc bon, voilà, je suis pas sûr qu'il y ait un plan. À voir comment Non. ça se passe, à voir comment ça évolue. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir vu affûté pour sa reprise. Tu l'avais dit, 27 matchs d'absence et il a été vraiment intéressant sur le terrain. Le game winner de la nuit, c'est celui de Trae Young. Les Hawks ont battu le Jazz 124-121. Il y a eu un gros ascenseur émotionnel pour le public du Jazz, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 8 secondes à jouer. Utah a réussi à arracher la prolongation avec un 3 points de Colin Sexton. Il restait plus que 2 secondes à arracher la prolongation qui n'a pas eu lieu. Vu qu'en 2 secondes, c'est le temps qu'il a suffi à Trae Young pour remonter le terrain et pour tirer depuis sa moitié de terrain et mettre le panier pour la gagne. Trae Young, il avait mis quasiment aucun tir pendant la partie. Alors, il finit quand même avec 24 points et 20 passes décisives. Mais voilà, c'est le joli game winner de la nuit pour Trae Young, panier assez fou et victoire d'Atlanta. C'est l'un des game winners du début de saison, même de la première partie de saison, parce que vu le scénario, la dramaturgie, et puis franchement, Trae Young, il marche sur l'eau cette année. Certes, il y a l'adresse qui n'est pas tout le temps là, pas souvent là, mais tout ce qu'il fait autour, ça permet aux Hawks d'être aussi bien classés. Et il a retrouvé cette confiance irrationnelle, cette insolence un peu. Tu vois même comment il célèbre après son panier là. Enfin, il est rayonnant. Je pense qu'il sera All-Star et ce sera plus que mérité. Et j'avais vu une stat qui est intéressante et qui montre qu'il est vachement dans le playmaking quand même cette année ou dans la distribution du jeu. C'est que donc là, il fait encore un match à au moins 20 points, 20 passes. Combien il met de points? Il met 24 points. 24 points, 20 passes. Et 20 passes. Voilà. Et je ne sais pas si tu as vu, mais c'est le deuxième joueur de l'histoire de la NBA, ex aequo, avec le plus grand nombre de matchs à au moins 20 points, 20 passes sur une seule saison. C'est son troisième. Alors, il est ex aequo avec 3 ou 4 joueurs, je ne sais plus. Il y a Magic dans le lot. Et devant, il y a Isaiah Thomas qui en a fait 5. Mais il lui reste 45 matchs pour essayer de ne serait-ce qu'égaler ça. Donc, il a le temps. Il est vraiment sur une saison très, très intéressante, je trouve. Et ça se traduit sur les Hawks, sur ce qu'ils font. Ils sont plaisants à voir jouer. Et Trae Young aussi est plaisant à voir jouer. Je suis assez convaincu qu'il va le faire parce qu'il cherche un peu ses passes décisives. Voilà, je tiens à le dire. Atlanta est une équipe cool à voir jouer. C'était pas le meilleur match des Hawks la nuit dernière. Déjà, quand il n'y a pas Jalen Johnson, tu sens qu'il y a quand même une baisse de niveau du côté des Hawks. Zachary Xavier fait 14 points, 6 rebonds. Il a peu joué sur la fin de match. Il a eu un passage dans le 4e quart-temps. Il a eu le droit à quelques minutes, mais il n'a pas été très bon sur ce passage-là. Mais bon, voilà, il finit quand même à 14 points et 6 rebonds et en plus positif, plus 8. Donc quand même un bon match pour Zachary Xavier. Mais tu vois, j'ai l'impression que en d'autres temps où il n'y a pas si longtemps, Trae Young, un match comme ça où il manque du monde, où ses coéquipiers c'est Vit Krejci, Dyson Daniels, un rookie et Clint Capella, et il aurait pris 36 shoots, tu vois. Je sais pas, j'ai un peu cette impression-là. Et il y a une approche un peu différente. Alors, il y a peut-être un peu de stat padding, comme on dit, mais c'est un joueur très clivant, Trae Young, pour pas dire plus. Et moi, j'aime vraiment bien la saison qu'il est en train de faire. Mais non, mais tu as tout à fait raison, c'est clair. Allez, je vais terminer avec la 3e action un peu culte de la nuit, c'est le dunk de LeBron. Alors, défaite des Lakers contre les Mavericks, défaite 118-97, une équipe des Mavericks qui est pourtant privée de Luka Doncic et de Kyrie Irving. Ça n'a pas suffi pour les Lakers, mais LeBron, à 40 ans, il part pleine balle, il décolle main droite, il y a Derek Lively qui arrive sur lui, il change de main en l'air, il dunk sur Lively, l'action est complètement dingue et elle est superbe. Et à 40 ans, c'est assez incroyable. C'est vrai que ça, on va dire, mais pourquoi on parle que de cette action alors que les Lakers sont perdus, mais j'allais dire que j'allais faire le rabat-joie parce que c'est incroyable de faire ce qu'il fait à cet âge-là. Même de toute façon, juste le niveau de jeu, le niveau de jeu et les stats, tout ce que tu veux, ça reste fou à cet âge-là d'être aussi influent, aussi productif, aussi athlétique et technique dans ce qu'il vient de faire. Tu as raison, le dunk, il est fou. Mais j'ai du mal dans une défaite. Ils doivent pas perdre ce match-là, les Lakers, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. J'exagère peut-être un peu, ils sont à l'extérieur, mais il n'y a pas Luka, il n'y a pas Kyrie, il n'y a pas Daniel Gafford qui s'est blessé sur le match précédent. Et eux, ils sont quasi au complet, si je dis pas de bêtises. Il y avait Anthony Davis, il y avait Austin Reeves. Ils ont leurs 5 majeurs. Normalement, ça doit faire le job. Et à part le premier carton où ils sont dedans, Dallas, c'est Dallas qui a été bon et qui a trouvé des solutions. Donc ouais, j'ai un peu de mal à me dire. T'as raison, il faut la voir. Ça fait partie des actions isolées qui sont incroyables. Et tu sais, je crois qu'il y a un score, une espèce d'algorithme de qualité de dunk et celui de LeBron, celui qu'il a réalisé cette nuit, la NBA l'a mis très très haut avec son algorithme.
Je connaissais pas cet Un truc, algorithme. j'ai vu, c'est un T'inquiète, Greg, score, c'est pas mal, un faudrait que je score de regarde. dunk. C'est un score de dunk, je crois. C'est basé sur des paramètres dont je me souviens plus, mais en tout cas, c'est un des dunks les plus élevés en termes de qualité slash difficulté. 18 points d'Irbon, 8 passes pour LeBron James, 22 points pour PG Washington, 23 points pour Quentin Grimes en sortie de banc. Gros Voilà, match. 19 points. Ouais. 19 points. Ouais, gros match de Grimes. 6 paniers à 3 points. T'allais dire gros match de Grimes? Ouais, bah, il est impressionnant. Hier, c'est dans le CQFR d'hier, je crois, où on disait, ou avant-hier, avec les galères qu'il y a à Dallas, ils vont devoir trouver une solution. Ils ont perdu 5 matchs de suite. Tu vois, c'est aussi pour ça que je dis que les Lakers, ils auraient dû enfoncer le clou. Dallas, ils sont pas en confiance, il leur manque du monde. Et là, Dallas arrive à trouver des solutions avec Grimes, avec Washington. Donc bravo à Dallas, mais j'ai pas trop aimé cette prestation des Lakers. Voilà. Il y avait un choc entre Boston et Denver. Alors, choc qui a été un peu tronqué par l'absence de Nikola Jokic qui était malade, mais ça a donné un très beau match, mine de rien, ou un beau match. Pareil, celui-là aussi, il m'a finalement tenu en haleine. Plus Même accroché que prévu, on va dire. exactement. Pourtant, Boston a très bien commencé, mais Denver s'est rattrapé dans le deuxième quart-temps. Il y avait égalité, je crois, à la mi-temps. C'était 57-57. On est parti, un truc comme ça. Tu es parti sur un match très offensif, avec beaucoup de maladresse du côté des Celtics. C'est de ça que je vais leur parler. La maladresse à 3 points. Je trouve que trop souvent, on pointe du doigt on parle des Celtics. Ils font que shooter à 3 points. Je pense que c'est une incompréhension en fait du jeu des Celtics. Et je me faisais la remarque en regardant le match, en me disant, mais l'essence de leur jeu, c'est pas le 3 points. Le 3 points, c'est la conséquence de l'essence de leur jeu. C'est-à-dire que les Celtics, il y a quand même la plupart de leurs 3 points, je vois Théo qui fait une moue, mais la plupart de leurs 3 points, c'est quand même la balle qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Ça part souvent d'un drive and kick parce qu'il y a quand même une volonté souvent d'aller dessous. Et là, hier soir, il y avait même une volonté de poster. Les Nuggets ont joué très très small, parfois avec Michael Porter Jr. en pivot. Il y a eu des line-up avec Porzingis et Luke Cornette alignés ensemble. C'est bien Luc, hein, Cornette, son prénom. Absolument. J'ai un doute. Et souvent, en fait, la défense préfère se resserrer sur les drives de Tatum, sur les drives de Brown, sur les post-ups de Porzingis. Bah oui, derrière, ça donne un paquet de tirs à 3 points. Les Celtics n'ont pas mis dedans. Alors, ils en ont quand même mis 12, mais ils en ont pris que 35 par rapport aux 50 qu'ils peuvent prendre habituellement. Donc oui, statistiquement, c'est une équipe qui tourne beaucoup à 3 points, mais j'aimerais vraiment que dans les prochaines semaines, on essaie de se concentrer sur la manière dont les Celtics prennent leurs 3 points. Tout ça pour dire qu'ils ont battu les Nuggets 118-106 en resserrant la défense. Tatum finit avec 29 points. Porzingis fait 25 points, 11 rebonds. Et oui, Denver a longtemps été dans le match, mine de rien. Ouais, ce qui était un peu décevant, c'est peu de temps avant le coup d'envoi, Jokic a été mis sur la liste des incertains, puis après, donc il était malade visiblement, donc il était forfait. C'est un peu dommage de se dire, voilà, c'est le choc entre les deux derniers champions, deux équipes très compétitives. Je l'attendais un peu avec la même impatience que le OKC Boston de ce week-end. Donc ça a été plus serré que prévu, plus intéressant. Les Nuggets, tu l'as dit, se sont bien battus, ils ont posé des problèmes. Par contre, voilà, Boston, comme très souvent, dès qu'il a fallu accélérer, très souvent, sauf contre OKC, hein, notamment, mais dès qu'il faut accélérer, ils arrivent à faire le job. Et Tatum, Porzingis, ça a été suffisamment solide. Et Denver a manqué un peu de ressources, hein, tout simplement. Hein. Quand il te manque Jokic, c'est normal. Et Westbrook a été pas mal. Westbrook a été plutôt bien, 26 points. Il était titulaire ce coup-ci. Moins sur la fin du match, mais voilà, défaite pas honteuse pour Denver, même si c'était à domicile. C'était plutôt attendu vu le forfait de Jokic. Pour terminer sur 3 points, les Nuggets ont mis plus de 3 points que les Celtics. J'ai l'impression que de toute façon, si tu veux battre les Celtics, tu es obligé de mettre plus de 3 points qu'eux, sauf que là, ils n'en ont pas mis assez pour battre Boston. Il y a eu des stops défensifs de Boston en fin de troisième quart-temps, début de quatrième quart-temps. Tu as mentionné Westbrook, je trouve qu'il fait une très bonne saison. Et pour continuer sur le 3 points, et j'ai pas son pourcentage sous les yeux, mais je pense que son pourcentage est plus que correct. Il n'a pas spécialement changer sa mécanique, mais je pense qu'il a un peu bossé dessus et il les prend de manière nettement moins. C'est une remarque que je m'étais faite il y a quelques jours ou quelques semaines, c'est qu'il prend ses 3 points de manière. Il est beaucoup plus stable sur sa base quand il prend ses tirs, Russell Westbrook, par rapport à une époque. Tu avais l'impression que s'il tapait pas un bond de 4 mètres au moment de prendre son tir, ça comptait pas pour lui. Et du coup, il en met beaucoup plus des 3 points, je trouve. Je trouve qu'il fait une saison. Alors, il perd beaucoup de ballons sur ce match. Hein. Il finit à 8 pertes de balles. Ouais. Mais je trouve qu'il est plutôt. Comment dire? Il a gardé son essence et en même temps, tu sens qu'il y a une volonté de bien faire. En fait.
Théo nous souffre 31%. Bah, tu vois, je pense, j'espérais que ça serait mieux. Je trouve, et je n'arrive pas à savoir, est-ce que Théo, tu as par rapport à l'année dernière, allez, je parle avec Théo en direct. Ok, il est passé de 27 à 31, moyenne progression. Et j'ai l'impression qu'il en mettait plus que ça, qu'il était plus adroit que ça. En tout cas, sur la mécanique, sur la manière dont il prend ses tirs à 3 points, je trouve que ça a l'air propre. Et même sur les décisions qu'il prend, alors pas forcément sur ce match, mais dans l'ensemble, même s'il y a toujours du Westbrook et des trucs très impulsifs, je trouve qu'il y a une volonté en tout cas de faire le bon choix, de se mettre un peu dans le collectif des Nuggets. Je ne sais pas si les fans des Nuggets seront forcément d'accord. Mais en tout cas, voilà, cette équipe de Denver sans Jokic a été quand même intéressante. Elle s'est bien battue. Strother et Watson ont été très bons. Oui, c'est vrai. Moi, c'est deux jeunes joueurs que j'aime bien et que j'espérais voir arriver à maturité un peu plus tôt, mais ils sont quand même plutôt intéressants. Je pense à un truc. Je sais pas si tu as vu passer l'extrait du passage de Peyton Pritchard hier. Dans du coup l'émission qui a succédé à celle qu'animait Reddick, je sais plus comment ils ont appelé ça, The Young Man and the Tree. Voilà. Je sais pas si tu as vu, c'est assez incroyable. Il expliquait ce qu'il faisait pendant l'intersaison. Il organise des Hunger Games. Ouais. Il fait venir des mecs juste pour que donc c'est que des tirs, il prend que des tirs à 2 points, 3 points. Ouais. C'est incroyable. Je vous conseille d'aller voir ça parce qu'il raconte, il prend des très jeunes mecs de NCAA, des types qui jouent professionnels à l'étranger, et il les fait venir et il leur fait gagner leur place en les payant s'ils arrivent à le stopper. Et ils doivent se positionner entre deux plots dans un espace réduit. Lui, il n'a pas le droit de sortir de cette zone-là pour tirer. Et il dit, il a vraiment décrit ça, c'est les Hunger Games, quoi. Les mecs qui se battent pour absolument qu'ils marquent pas de panier. Et il dit, je sais plus combien il en prend, mais ça peut expliquer sa super saison aussi, tu vois. Je sais pas si c'est recommandé par les trainers, mais voilà, c'est vraiment un truc d'acharné, type je sais pas qui, mais voilà, c'est vraiment la façon dont il a raconté ça m'a fait marrer. J'avais vu sa routine de dribble aussi, c'est terrible. Non, mais ça se voit que lui il vit basket. Hein. Lui, il vit basket, il respire basket. Peut-être c'est le fils de Tom Thibodeau, on ne sait pas. Hein. Mais franchement, non, Peyton Pritchard qui fait pas d'ailleurs un très bon match en termes d'adresse, mais qui fait une super saison. Et tu vois, du côté de Boston, Sam Hauser, encore une fois, il est. En fait, c'est un bon joueur. C'est des joueurs qui payent pas de mine. Sam Hauser. Luke Cornett est un peu en dessous, mais pareil, tu vois, il apporte des choses sur son passage, en fait. C'est des gars qui ont. Tu ne penses pas au banc des Celtics comme le meilleur banc de la ligue, mais en vérité, la rotation à 8-9, elle est excellente. Et c'est pour ça qu'il leur manque toujours un gars. Là, il manquait Derek White. Des fois, on ne s'en rend même pas compte qu'il leur en manque un mec. Ouais. Tu vois, on a parlé de Jokic. Bah, forcément, c'est pas la même chose que quand il manque Jokic du côté de Denver et Gordon d'ailleurs aussi au passage du côté de Denver. Ouais. Mais les Celtics, ils sont jamais complètement au complet et pourtant, ils font aussi encore une fois une très bonne saison, même si je trouve peut-être un petit coup de fatigue du côté de Boston. Il y a eu le titre. Tu vois, il y a du relâchement, c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est plutôt des fins de match, surtout des quatrièmes cartons où je les trouve, je sais pas si c'est de la nonchalance ou où ils se disent bon, ils se font pas autant violence que le font les adversaires qui ont vraiment envie de les taper, et surtout quand c'est un match entre deux équipes bien classées. Hein, je pense à OKC par exemple. Mais oui. Après c'est assez logique, c'est rare quand même d'enchaîner la saison régulière précédente qu'ils ont fait, elle était quand même impressionnante. Et celle-là, elle reste correcte. Et s'il n'y a pas les Cavs qui font une saison assez invraisemblable, ils seraient encore premiers de l'Est, tu vois. Donc bon, faut évidemment prudence garder avec ça. C'est toujours le petit détail qui fait la différence quand tu veux faire back-to-back et tout. Mais je suis pas très inquiet pour Boston personnellement. D'ailleurs, sur leur défaite à OKC, si je me permets de la relativiser légèrement, ils sont quand même en méga road trip à l'Ouest. Juste avant, ils ont battu les Timberwolves. Ils ont écrasé les Nuggets, les Rockets. Là, ils ont battu les Nuggets. Ils sont quand même sur un très bon road trip à l'Ouest, Boston. Ça reste quand même très solide. Allez, je te propose qu'on enchaîne un peu plus en speed sur les autres matchs. Miami a battu Golden State 114-98. C'est un peu la crise du côté de Golden State. Catastrophe. Un peu moche. Il y a 31 points de Stephen Curry, mais défaite quand même. Golden State qui a été derrière tout du long du match. 18 points pour Rémi Raquez, 20 points pour Nikola Jovic. Oui, pardon, vas-y. Ils se sont fait siffler. Les gens, ils sont partis de la salle avant la fin du match. Ils se rendent compte, ils perdent contre Miami qui est dans une autre forme de crise, mais qui est dans une crise aussi. Avec là, ils avaient perdu les 3 derniers matchs avec depuis la suspension de Butler, et ils ont joué une double prolongation la veille, donc ils sont censés être cramés, être un peu fatigués mentalement avec tout ce qu'ils doivent gérer avec Butler, et malgré ça, ils ont explosé les Warriors. Enfin, c'est
c'est vraiment pas, c'est inquiétant les Warriors, vraiment. Ils font un trade aux Warriors. D'ailleurs, justement, les Warriors qui ne seraient pas intéressés, a priori, par Jimmy Butler, hein, ça ne verra peut-être jamais le jour, ce transfert. A priori, ils ne cherchent pas un arrière, ils sont plus sur un pivot, et notamment sur Vucevic, que tu avais souvent ciblé par Golden State. Ouais. Tu l'avais souvent annoncé que ce serait cool de voir Vucevic à Golden State. Je ne sais même pas si Chicago va vraiment transférer Vucevic. Ils n'ont pas intérêt à le brader. Hein. Il est pas, au final, son contrat, il expire que dans 1 an encore. Tu vois, ils visent le play-in, il fait une superbe saison. Ça peut être à la fois le meilleur moment pour le transférer, à la fois aussi demander un certain prix que d'autres équipes ne voudront pas payer. Mais ouais, moi je pense vraiment qu'ils font un trade aux Warriors. Ni Andrew Wiggins, ni Jonathan Kuminga, aucun de ces mecs-là à niveau d'une deuxième option pour Stephen Curry. Après, peut-être que justement, c'est plus le temps de chercher une deuxième option pour Stephen Curry et qu'il faut juste déjà passer à la suite. Mais c'est assez triste. Et juste une autre nouvelle sur Butler. Tu as dû voir passer ça. Il est en train apparemment de décourager des équipes, notamment Memphis et Milwaukee étaient intéressés par Jimmy Butler et c'est 2 équipes à qui il dit non. Et là, moi, je capte pas trop le plan du côté de Butler quand même. Donc, en fait, le message que ça envoie, il y a plusieurs insiders qui pensent qu'en fait, Butler, il veut Phoenix et rien d'autre. C'est ça, c'est un peu ce qui se dit, c'est vraiment c'est le truc principal parce que Phoenix apparemment serait la seule équipe qui veut lui donner son argent après, qui est prêt à s'engager financièrement avec lui sur du plus long terme, sur ses vieilles années, alors que les autres, fort logiquement, n'ont pas la même approche. Là, Phoenix a un nouveau propriétaire qui a envie de dépenser. Donc, je pense qu'il a envie d'aller à Phoenix pour plein de raisons et qu'il n'a pas envie d'aller ailleurs. À quelques exceptions près, peut-être, il accepterait des trucs, mais ouais, ça m'étonne pas qu'il ait découragé les Grizzlies et les Bucks. Et puis ça fonctionne parce que c'est des équipes qui veulent pas prendre le risque de se retrouver à poil derrière si Butler part tout de suite enfin voilà, ça me paraît, c'est pas illogique. Milwaukee, je trouve ça dommage. Hein. Tu es dans une conférence ouverte. Tu crois pas que ça lui rappellerait trop Philadelphie? Ça lui rappellerait trop Philadelphie où il serait dans un rôle un peu troisième, tu vois, parce que oui, il y a déjà Giannis, c'est le rôle qu'il a intérêt à avoir en fait, deuxième, troisième. Ah, mais moi aussi. Mais tu penses que Butler, il est dans cette approche-là? Je sais pas moi. Oui, moi je pense. Il était déjà deuxième option derrière Tyler Herro là sur ce début de saison, donc tu vois ce que je veux dire. Moi je pense là à Phoenix, tu crois qu'il va être quoi? Troisième option. Hein. Il n'aura pas plus de ballons que Kevin Durant et Devin Booker, donc pourquoi il voudrait absolument être troisième option à Phoenix et pas à Milwaukee? Mais bon, après, c'est pas la même cadre de vie. La fiscalité et le temps, voilà. Et la météo. C'est pas du tout la même chose. Mais bon, et même Memphis, je trouve ça dommage que tu refuses 2 équipes qui sont quand même intéressantes et qui ont l'air d'être intéressées, tu vois, qui avaient l'air d'être prêtes à mettre en place un deal. Mais bon, à voir cette histoire. Phoenix, justement, qui a perdu contre Charlotte. Oh là là. Oh là là. Contre les Hornets, 115-104, malgré 39 points et 10 passes de Devin Booker. Défaite, 32 points, 10 rebonds, 7 passes pour la Melo Ball. C'est la première fois, non, c'est que la 3e fois, je crois, que cette saison, les Hornets avaient leur 5 majeurs au complet. Ils étaient sur 10 défaites de suite. Et c'était sur 10 défaites de suite, c'est vrai. Ouais. Phoenix, tu te dis, allez, c'est bien, ils ont peut-être trouvé quelque chose là en faisant sortir Bill du banc. Alors, c'est pas de sa faute s'ils perdent. Hein. Il il est moins productif. Il rate un lay-up à la fin de je sais plus quel carton. Il est tout, c'est ouvert et il rate, tu sais pas ce qu'il veut faire. Enfin, il n'est pas dans une confiance exceptionnelle non plus. Booker fait un gros match individuel, 39 points, 10 passes. Moi, je dis pas que c'est celui qui m'inquiète. J'utilise un peu trop le terme ça m'inquiète pas, machin. KD, je le trouve très, très, très passif et détaché, un peu comme ce qu'il faisait à Brooklyn à un moment. C'est-à-dire que dans le jeu, oui, il va t'apporter ses points. Je trouve très discret sur ce qui se passe en dehors. J'ai pas l'impression qu'il soit à fond dans le truc, tu vois. C'est de la perception, hein, c'est une interprétation strictement personnelle basée sur 15 années de pratique de Kevin Durant en tant qu'observateur. mais je sais pas, j'aime pas trop le truc. Je sais pas quoi en penser, hein, mais voilà. C'est tout ça pour dire que Phoenix, c'est assez déprimant aussi. Ça fait 5 défaites en 6 matchs. Et perdre à Charlotte qui était sur 10 défaites de suite, ça me paraît pas normal dans un processus de remontée vers au classement que tu es censé amorcer. C'est pas normal. J'ai l'impression qu'ils trouvent jamais de valeur sûre en fait sur leurs joueurs de rotation et leurs joueurs de banc. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais, depuis la venue, enfin la création du Big Three l'an dernier, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais un mec qui vraiment. Grayson Allen a eu un passage.
Alors Royce O'Neal n'est pas là, hein. Je pense que ça pèse. C'est un mec qui est important pour Phoenix, mais tu peux pas te dire que ta saison elle dépend de Royce O'Neal, quoi. Ce serait quand même, ce serait sacrément ironique. Il y a pas un mec qui régulièrement s'est imposé autour de ces gars-là. Même Tyus Jones a du bon, du moins bon. Il y a plein de changements de 5. Ouais, c'est triste. Ils se font défoncer au rebond contre Charlotte 59-42. Enfin, c'est pas possible non plus, ça. Il y a des trucs que j'ai du mal à saisir avec cette équipe. Ils sont sans ça. Ils ont un bon coach. Il y a des joueurs des très bonnes individualités. Il y a des jeunes qui sont intéressants. Ça manque. Il y a un truc sur les Suns. Ça manque vachement de qualité athlétique. Et on est sur une ligue où les qualités athlétiques sont primordiales. Le Thunder, la domination du Thunder tourne vachement autour de ça, notamment, pas que. Et c'est vrai que les Suns sont pas athlétiques. C'est pas une équipe très athlétique. Allez, dernier match de la nuit. Non, c'était le dernier match. Est-ce qu'il y en a un qu'on n'a pas évoqué? Il en reste un. Washington. Washington. Les Rockets ont battu les Wizards 35-112. Voilà, bon, c'était porte ouverte à Washington comme d'habitude. 29 points de Jalen Green, dont 23 dans troisième quart-temps. Il en met 22 dans le troisième quart-temps. Ouais, 22 de ses 29 dans le troisième quart-temps. Du côté des Français, 12 points de Bilal Koulibaly qui faisait son retour après avoir été malade. Et 2 points et 9 rebonds pour Alex Sarr qui a été très maladroit, 1 sur 12 au tir. Absolument, voilà. Bon, Houston avait raté son début de match, mais derrière, ils ont logiquement écrasé Washington, qui n'avait pas de Jordan Poole et qui a perdu Kyle Kuzma en cours de route. Donc c'était un peu trop compliqué contre une équipe qui tourne très bien, Houston. Yes, bah écoute Shai, on va s'arrêter là-dessus, c'est parfait. On a fait le tour pour les matchs de la nuit, on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Je vous rappelle aussi qu'on a posté un podcast hier en fin d'après-midi, un podcast sur Victor Wembanyama. Voilà, c'est toujours un sujet qui passionne beaucoup en France. On a beaucoup parlé de la progression de Victor Wembanyama, son évolution, celle des Spurs, etc. Donc je vous invite à écouter ça ou à regarder ça. Et bah écoutez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, à demain. À demain.